Les chapelles religieuses ne sont plus en phase dans la République du Bénin. À l'origine de ce désaccord diffus, le code électoral contre la position de l'Église catholique, qui voit la nécessité de sa révision après les protestants. Ce qui a valeur d'être appelé clergé musulman s'est réuni samedi dernier à Parakou, plus précisément dans la mosquée centrale de la ville, pour prier, mais surtout pour donner sa position sur le code électoral. Pour les fidèles du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, ce code émanant du peuple à travers son assemblée, puis promulgué par l'autorité établie en République du Bénin, en l'occurrence le chef de l'État, il lui accorde l'attention requise. Levée de bouclier de la part de certains imams de l'Union islamique du Bénin. Pour en parler, nous avons invité pour vous celui qui, à tout point de vue, serait pris pour l'initiateur de cette séance de Parakou, Laurent Rachid Badamassi. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre émission préférée, Le Grand Oral, qui va débattre de cette affaire afin de permettre à tout le monde de comprendre les tenants et les aboutissants des dernières récriminations qu'ils ont faites aussi bien contre le code que pour le code. Voilà, député, merci de nous choisir pour permettre l'éclairage dans ce dossier à nos téléspectateurs et internautes. C'est à moi de vous remercier, mais permettez-moi avant tout propos de remercier le peuple béninois, de remercier les populations de la 8e et de remercier ces imams courageux qui ont décidé de prier pour le pays, de prier pour son chef, de prier pour la nation. J'anime cette émission, comme d'habitude, avec mon confrère et directeur du groupe de paix de Bénin libéré, Yacoubou Akilou. Yacoubou Akilou, merci de nous avoir choisis. Merci, bonjour chers amis internautes, bonjour honorable, merci d'être présent sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. On va pas demander à l'honorable s'il faisait partie des soubassements de cette sortie de Parakou, mais honorable député, comment en êtes-vous arrivé à cette séance de prière? Bon, tout d'abord, avant de revenir à vos questions, j'aimerais dire halte à l'intoxication, halte à l'intimidation, halte à la manipulation de l'opinion publique. Vous savez, le Bloc républicain est un parti de masse, un parti du peuple. Le Bloc républicain est imperturbable, est inébranlable. Le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir dans l'eau. Nous allons animer la vie politique dans le sens de l'intérêt du peuple. Nous n'allons pas soustraire à cette obligation constitutionnelle, pour ne pas dire ce privilège constitutionnel. L'animation de la vie politique fait partie des obligations constitutionnelles. Et nous allons animer la vie politique. Et chaque parti politique a sa stratégie de communication, a sa façon de faire. Donc, halte à l'immixtion, à l'ingérence dans la politique intérieure et extérieure du Bloc républicain. Alors, vous savez, je ne comprends pas nos amis d'en face. Le ridicule ne tue pas du ton. Mais il y a de cela quelques mois à Parakou, je dis à Parakou, où le président d'un parti politique de l'opposition a réuni les imams. Oui, est-ce que vous pouvez nommer ce président-là? Mais c'est le président des démocrates. Qui? Mais le président Yariboni a réuni les imams dans le 3e arrondissement de Parakou pour prier contre le code électoral. Vous êtes journaliste d'investigation. Il y a de cela quelques mois, il y a une église qui a convoqué une assise pour décortiquer, pour déshabiller le code électoral. Alors que les imams patriotes sur le leadership éclairé des imams de la partie septentrionale du Bénin se mettent ensemble
pour prier pour le pays, pour la paix, et pour se prononcer sur le respect des lois votées par la représentation nationale, promulguées par le chef d'État, en quoi ça peut gêner? On a débuté tout à l'heure en parlant des imams qui sont intervenus. À Parakou, vous avez donné l'épithète patriote. Est-ce à dire que les chrétiens et les autres imams qui ont prié aux côtés de Boriyahi, eux, ne sont-ils pas des patriotes aussi? Je dis patriote parce que c'est les recommandations spirituelles, c'est les recommandations du Coran qui demandent aux imams, aux alphas, de prier pour les autorités de leur pays. C'est une recommandation scientifique, une recommandation spirituelle, coranique, qui demande aux leaders religieux de prier pour le pays. Et c'est ce que ces imams-là ont fait. Au moment où les autres ont prié contre le code, au moment où il y a des assises pour déshabiller le code, vous n'avez rien dit. Et c'est au moment où certains imams regroupés au sein du Haut Conseil des imams de Parakou, de la partie septentrionale, se sont réunis pour prier pour le pays et ses institutions. En quoi ça peut gêner? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement qui vous pousse à dire qu'ils sont dans une position hostile à la sortie de Parakou? Mais vous êtes des journalistes d'investigation. Vous avez vu ce que je dis dans les réseaux sociaux? Non, au Souroumé. Débat politique, une politique, Nayasi. C'est ça, c'est la réalité. Faisons la politique avec de l'intelligence. L'animation de la vie politique est un droit constitutionnel. Et nous allons le faire, et nous allons animer. Et d'ailleurs, nous remercions le leadership du président du Bloc républicain, son management. Vous savez, le Bloc républicain, c'est plus de 160 partis et mouvements politiques. C'est le parti le plus difficile. C'est pour ça que vraiment, il faut être un homme comme embêté pour diriger ce parti. C'est pas facile. Tous les barons du Bénin se regroupent au sein de ce parti. Les sommités politiques se retrouvent au sein du Bloc républicain. Et le LD, ils ne comptent pas de grands partis. C'est quand même le plus grand parti de l'opposition. C'est des embryons politiques qui sont regroupés autour de ce parti-là. C'est des embryons. Vous voulez dire que Boriyahi est un embryon politique? Une seule rondelle ne fait pas le printemps. C'est le vice-président. Donc, peut-être bon, il est dans un marigot. Il est en train de patauger. Il ne comprend rien. À Tchadé. Je dis, non, écoutez. Parlons quand même des choses sérieuses, monsieur le journaliste. Parlons des choses sérieuses. Bien, vous voulez comparer les barons comme Kassa? Vous voulez comparer les barons comme Ablaye Tchadé? Vous voulez comparer les barons? Non, il y a des barons politiques au sein du Bloc républicain. C'est plus de 160 partis politiques et mouvements qui sont mis ensemble pour créer le Bloc républicain. C'est le plus grand parti du Bénin. Ça, c'est la réalité. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. De toutes les façons, le chien aboie, la caravane passe. Honorable député, votre séance de prière à laquelle vous avez participé suscite des remous, comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il était nécessaire pour vous de faire cette prière et d'être présent là? Mais chaque parti politique a sa stratégie. Chaque parti politique a sa façon de faire. Mais ce que vous oubliez, c'est que le Bloc républicain est parrain de cette sortie. Mais on veut nous imposer une stratégie politique. En quoi ça gêne? Au moment où nos amis d'en face sont sortis à Parakou, il y a 3 mois, pour prier contre le code, est-ce que ça gêne le Bloc républicain? Au moment où il y a des assises d'une église pour décortiquer, déshabiller le code électoral, est-ce que ça gêne le Bloc républicain? En cas de notre stratégie ou de parrainer les imams peut gêner quelqu'un. En cas chez nous, ça fait partie de l'animation, ça fait partie des stratégies. Nous avons accepté de parrainer et cette prière parce qu'on trouve que c'est juste. C'est une prière qui a d'abord pour objectif de prier pour le Bénin et les institutions et son chef. Dites-moi, chers amis journalistes, nous savons tous lire le Coran. Pour ceux qui ne savent pas lire le Coran en arabe, ils peuvent lire le Coran en français. Est-ce qu'on peut nous dire où est-ce qu'il est interdit de prier pour les autorités de son pays? C'est quand même recommandable de prier pour les autorités de ce pays. La question de la prière n'était pas posée. Ce qui a été posé, c'est la motion qui a été lue. Le fait d'apporter ce soutien franc
au code électoral actuellement querellé. Donc, au moment où les autres font la prière pour désapprouver le code électoral, selon vous, c'est juste. Au moment où l'Église se permet de convoquer des assises pour désapprouver le code électoral, c'est juste. En quoi le soutien au code électoral peut gêner quelqu'un? Nous sommes dans une démocratie plurielle. La démocratie plurielle recommande plusieurs sons de cloche. Il faut autre idée. Il faut confondre les idées. C'est ça même le sens de la démocratie. Donc en réalité, je ne sais pas en quoi ça peut gêner. Que la mouvance présidentielle s'organise pour défendre le code voté à l'Assemblée nationale par les députés, en quoi ça peut gêner. Donc, ça fait partie des stratégies du bloc républicain et nous n'avons pas de leçons politiques à recevoir de notre parti politique. Honorable député, est-ce que ce n'est pas votre présence après la tournée gouvernementale qui gêne? Puisque vous venez de finir une tournée gouvernementale et en même temps vous enchaînez déjà. Mais écoute, chers amis journalistes, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai été clair, je dis, chaque parti politique a sa façon d'agir. Chaque parti politique a sa stratégie. Et chaque parti politique, dans un combat politique, enligne les meilleurs joueurs. Et vous voyez aujourd'hui, la France est en train de jouer. Mais en première ligne, vous voyez Mbappé. Donc aujourd'hui, là, chacun est libre d'animer la vie politique dans le sens de l'intérêt du peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En quoi ça peut gêner? Au moment, les autres ont réuni les imams pour déshabiller le code. Ça n'a pas gêné quelqu'un. Mais si nous avons estimé présentement qu'il faut prier, avoir la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait des élections apaisées, pour montrer à nos militants que ce code est un code salutaire, un code qui renforce les réformes du système partisan. Alors, en quoi ça peut gêner quelqu'un? Ça ne peut pas gêner. Pour revenir. Donc, quand les autres font, quand les autres déshabillent le code, donc ils font bien. Député. Et quand nous défend le code, il faut nous critiquer. C'est injuste. C'est une injustice politique. Député, pour faire remarquer que, à Parakou, à l'occasion de la constitution électorale, vous êtes aussi du BR, 3 grosses pointures, à savoir l'actuel ministre des Mines, Samoa Dambi, l'honorable député Jacques Dokor, et vous-même, ancien député et ancien maire honoraire de cette ville. Vous êtes 3. Mais il se fait que on sent comme une fixation de votre part sur la personne de l'ancien président Boniaï. Et ce procès, les gens vous le font. Pourquoi cette fixation, honorable député? Vous savez, chacun a sa manière de faire. Chacun a sa stratégie. Gbadamassi, c'est Gbadamassi. Gbadamassi n'est pas Dambi. Adambi, c'est Adambi. Adambi n'est pas Jacques encore. Donc, chacun sait où il a fait sa formation politique. Moi, quand je soutiens quelqu'un, je ne fais pas de l'à peu près. Vous soutenez qui? Je soutiens les actions du président Patrice Talon. Je ne soutiens pas Patrice Talon. Je soutiens les actions, la vision du président Patrice Talon. Et je crois en cette vision. Mais à partir du moment où moi je crois à quelque chose, je fonce. Et pourquoi vous croyez à cette vision? Je crois parce qu'il faut pas être sourd. Il faut pas être sourd. Il faut pas être aveugle. Mais le Bénin est en développement. Aujourd'hui, la raison qui me pousse à croire à cette vision, c'est le leadership éclairé du président Patrice Talon. Vous savez, moi qui vous parle, je fus ancien maire de la ville de Parakou. Je savais dans quel état Parakou était. Au moment où je laissais Parakou, je savais comment Parakou était. Aujourd'hui, quand j'invite nos amis d'en face à un débat contradictoire, à un bilan comparé, à un bilan contradictoire, ils ont souvent déserté le forum. Et je crois, parce que, en réalité, le bilan du président Patrice Talon est un bilan élogieux. C'est-à-dire, le président Patrice Talon gère l'actif, les autres gèrent les passifs.
J'ai l'actif parce que il a un bilan et le jeu, un bilan visible à défendre. Je prends le cas de Parakou. Avant, je ne dis pas que rien n'a été fait depuis 1960. Je n'ai pas dit ça. Mais quelque chose a été fait plus. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Vous prenez par exemple ma ville natale, Parakou, ma ville que j'ai dirigée. Quand vous prenez le scanner au niveau de la ville de Parakou, les populations de Parakou, pour faire le scanner, vont au Togo, où ces populations viennent à Cotonou. Depuis 1960, ayez l'honnêteté intellectuelle. Quel est le président de la République qui a doté la ville de Parakou des scanners? Plusieurs barrettes. L'État est une continuité. L'État. Dans son temps, la haute technologie a été portée, a été mise à la portée de tout le monde. Non. Bon, écoutez, donc ça veut dire que pendant les 10 dernières années, il n'y aura pas de scanner à travers le monde. Non. Juste à coup, soyez réalistes et voyez ce que je dis. On parle de scanner depuis une trentaine, quarantaine d'années. Ça, il a fallu un homme de vision. Un homme d'État qui a le sens de l'État, qui a le sens de l'intérêt national, appelé Patrice Talon pour doter la population de Parakou de scanners. Ça là, on peut le dire, on peut le comparer. L'autre chose qui ne s'est jamais passée à Parakou, c'est la construction de 3 grands châteaux qui prend en compte les 3 arrondissements. L'extension du réseau électrique, l'extension du réseau solaire à un montant de plus de 17 milliards de francs CFA. Ça là, c'est du concret. Troisièmement, quand vous prenez le projet asphaltage au niveau de la ville de Parakou, c'est plus de 52 milliards de francs CFA. Je dis 52 milliards. Avec la réalisation des grands collecteurs qui prendront en compte les 3 arrondissements de Parakou. Et qui parlent des 3 arrondissements de Parakou, parlent des 58 quartiers de Parakou. 52 milliards, c'est de l'inédit, un projet qui va prendre en compte, qui va impacter directement la vie des populations et les quartiers de Parakou. C'est vrai, d'autres nous parleront, je viens Parakou. D'autres nous parleront de contournement de Parakou et de la traversée de Parakou. Et de l'aéroport de Toulouse. Je viens. Là, nous parlerons de contournement et de la traversée de Parakou. Alors, allons dans l'encyclopédie, pour ne pas parler de vocabulaire juridique, du mot contournement. Le professeur parle. Le contournement. C'est-à-dire, on contourne Parakou. La traversée, ça traverse Parakou. Ce n'est pas un projet qui impacte directement Parakou. C'est pour relever le plan de comment dirais-je, de trafic qu'ils ont décidé de faire ce projet-là. Mais c'est la première fois qu'un si long et grand projet impacte directement la vie des Parakois. Et ça, je suis bien placé, parce que c'est le meilleur honneur de la vie de Parakou, je vous parle. Ça, grâce au président Patrice Talon. Deuxièmement, vous avez parlé de l'aéroport de Touro. Ce que vous ne savez pas, ils ont dégradé 90 milliards pour construire l'aéroport de Parakou. Après investigation, après audit, on a constaté qu'ils ont à peine dépassé 40 milliards de francs CFA. Où sont passés les autres 50 milliards? Mais il y a eu l'audit. Alors, donc, de toutes les façons, ce n'est pas moi de le faire. Les vols autorisés, le moment venu, ils vont le faire. Mais c'est ce que moi je constate. Alors, donc, l'aéroport de Parakou, et c'est ça qui fait que l'actuel gouvernement est réticent pour achever l'éléphant blanc. Non, l'État est dans une continuité. L'État est une continuité, mais il revient à ce gouvernement de tisser et ça compte en suivant la principale. Non. À la suite de la principale. Il faut attacher la corde à la principale si la corde principale est bien attachée. Si la corde principale n'est pas bien attachée, elle est visible. Si la corde principale n'est pas attachée, la corde principale va se défaire. Je dis, ne soyez pas sourds à ce que je dis. Je dis, il y a une affaire de malversation au niveau de l'aéroport de Parakou. 50 milliards, au moment pas de la vie chère, 50 milliards, ça peut faire quelque chose
pour les Béninoises et les Béninoises. Donc, vous parlez d'un gap de 50 milliards. Il y a un gap de 50 milliards. Alors, pourquoi depuis ce moment, aucune voix. Je dis, chaque gouvernement a sa stratégie. Chaque gouvernement a sa stratégie. Certainement, le président Patrice Talon, lui, ne fait pas le bruit. Donc, il a sa stratégie. Et le moment venu, je pense que les magistrats auront du boulot. Mais on aura ça fait 8 ans. De toutes les façons, il y a ce qu'on appelle l'inspection de crime économique. Ça peut vous poursuivre à tout moment. Donc, chers amis, ça, c'est le paracousa. Je reviens sur la partie septentrionale du Bénin. C'est vrai, je l'ai dit la fois passée, et on peut être complexé, et ça peut gêner que quelqu'un qui n'est pas de votre département d'origine vienne construire votre département, ça peut vous gêner. Je comprends que ça peut, on peut être complexé. Et là, ça gêne qui? Ça gêne le président des démocrates. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez, il y a un lien ancestral entre Bariba et Lago. Ça existe. Et quand vous voyez là où le président Patrice Talon est en train de mettre le paquet, c'est d'abord Salé. La construction de plus de 7 milliards de francs CFA du centre hospitalier de Salé. L'autre chose. Ça a commencé avant lui ou bien c'est lui qui l'a initié? C'est le président Talon qui a mobilisé les fonds et qui a tout fait. Ça, il faut être clair, il ne faut pas faire de la confusion. Deuxièmement, quand vous prenez la partie septentrionale du Bénin, vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou. Cette route a été initialement bitumée par le gouvernement Yahi. Mais ils ont investi des milliards. Mais en moins de 4 ans, cette route-là est complètement dégradée. Il a fallu l'architecte du développement, le président Talon, pour refaire cette route. Donc l'idée de dire. Aujourd'hui, l'idée de dire que à une certaine époque, on a pissé du bitume pour faire du goudron. Exactement. De vous. Exactement. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Donc, alors, quand vous prenez l'empire des Bariba, la fierté des Bariba, la tradition des Bariba, d'où est originaire mon grand frère, le président des démocrates. Donc, il est Ouattara. Ah, c'est ce que j'ai appris. Donc, quand vous prenez l'empire Bariba, le palais impérial, M. Takou, mais vous étiez de la délégation, c'est de l'inédit. C'est plus de 5 milliards de francs CFA. Au niveau de la sous-région, ça n'existe pas, ce palais-là. Ça là, ça peut gêner qu'on dise que c'est quelqu'un qui n'est pas de votre département d'origine. Non, mais qui est président? Non, de toute façon, non, je dis pas de complexe. Ça peut gêner. Ça peut tout le monde. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître à son adversaire si c'est dansé. Il faut applaudir son adversaire si c'est dansé. Mais il est chanteur, il est chanteur quand même. Mais non, moi c'est pourquoi je le demande qu'il entre en studio et composer avec guitare ou dire Talon, c'est le meilleur entrepreneur, c'est le meilleur architecte. Il faut qu'il fasse un morceau pour célébrer Talon. Prenez la route du Silandé. C'est du jamais vu. Mais demandez à Benoît Libéré de faire des reportages. Cette voie a tué plus de 300 personnes. La voie Guessou Silandé a tué plus de 300 personnes. Aujourd'hui, il a fallu quelqu'un qu'on appelle Talon pour faire cette voie. Le bilan est élogieux. Oui. Il est élogieux, mais j'ai une question au Rwanda. Oui. Pourquoi il y a eu conseil des populaires? Vous confondez la foule et le peuple. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez populaire. S'il était populaire, sur les 109 députés, il devait avoir au moins 100 députés. Assemblée nationale. Au moins dans la 8e, ils ont fait carton lors de l'élection. Parlons, quand on dit populaire,
on mesure la popularité sur la base des résultats sur toute l'étendue du territoire national. La mouvance présidentielle a gagné ou l'opposition a perdu. L'opposition aussi a perdu ou la mouvance a gagné. Mais comme baromètre de popularité, c'est sur le plan national. Donc s'ils étaient vraiment populaires, sur les 109 députés, 108 députés, il devait avoir... Oui, il faut au moins une différence là. Exactement. Il devait avoir plus de 100 députés. Alors, voilà quelqu'un qui se dit populaire, qui a 28 députés, et celui-là qui a plus de 81 députés. On va l'appeler comment? Non. Je pense que mon cher frère Ami Takou fait la différence et fait la confusion entre la foule et le peuple. Derrière la foule, derrière la foule est différent du peuple. C'est le peuple qui a parlé et la mouvance présidentielle à 82, à 81 députés. C'est la rue qui parle et c'est pour ça qu'ils ont 28 députés. C'est ça la réalité. Donc ne confondons pas la rue et le peuple. Ne confondons pas la foule et le peuple. Non, on gère le peuple. Enfin, il gère la foule et non le peuple. Donc, j'ai été clair. Nous gérons les actifs, les autres gèrent les passifs. Ils gèrent les passifs parce qu'ils n'ont pas un bilan à défendre. Bon, nous gérons les actifs parce que nous avons un bilan à défendre. Nous allons venir sur une dernière question. Je crois bien ça porte sur le BR, votre parti d'origine, qui n'a recueilli que 28 députés à l'issue des dernières élections, pendant que l'UPR, votre challenger, d'en face de la même famille, a obtenu 53, je crois bien. Est-ce que vous comptez renverser la tendance d'ici 18 mois, je crois bien? Vous savez, dans les jours à venir, vous verrez les résultats du Bloc républicain. Le Bloc républicain a changé de stratégie. Vous savez, c'est une seule fois qu'on piétine les testicules des navires. Vigilant, c'est la vigilant. Mais c'est parce qu'ils sont vigilants que nous voulons changer la stratégie. Si les 10 testicules soient trop longues. Non, si, je dis, c'est la première fois c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle. L'aveugle intelligent, c'est le Bloc républicain qui a compris maintenant. Et nous sommes en train de mettre en place des stratégies. Vous avez vu la sortie. Il y a des actions visibles, il y a des actions invisibles. Donc, compte tenu de nos stratégies, je pense qu'aujourd'hui, sur le leadership éclairé de notre président, nous sommes en train de gérer autrement. Enfin, le parti est en train d'être géré autrement. Et on fait plus confiance maintenant aux structures de base. Les structures de base sont plus responsabilisées. Et vous allez voir, dans les jours à venir, nous allons renverser la tendance. C'est clair. Parce que, vous savez, le peuple parfois peut se tromper. C'est pas facile, le Bloc républicain soutient un régime qu'on accuse à tort de ne pas être social. Alors, donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, et que là où l'opposition fait plus d'intoxication, c'est le fief du Bloc républicain. C'est là où ils intoxiquent. Alors, donc, vous comprenez que ce n'est pas facile, mais nous avons tiré les leçons, et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir les résultats. Honorable député, nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin, comme on le dit de façon plus classique? Notre mot de fin, c'est de demander à nos amis d'en face de cesser de s'immiscer dans la politique intérieure, dans la stratégie intérieure du Bloc républicain. Nous avons notre stratégie, nous avons notre manière de faire, qu'on laisse le Bloc républicain animer la vie politique. Dans les jours à venir, on va se retrouver sur le terrain et nous allons opposer les idées. Et je pense que cette fois-ci, c'est vrai, Dieu sera le combat, mais la victoire est certaine par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, c'est souvent difficile de maîtriser le temps devant le relâcher de la Russie. Néanmoins, vous avez pu au moins résumer ce qu'il a dit, à savoir qu'il a égrené le bilan du régime en place, surtout dans la localité qu'il a eu à gérer par le passé, et dont il est d'ailleurs un ancien député. Il a démontré par plus B combien le régime du président Talon est selon lui le meilleur depuis les années 60.
il a dit et martelé. Et aussi, vous avez compris que pour lui, c'est comme une réplique au clergé catholique qui est intervenu et qui a flagellé le code électoral. Les musulmans, les imams réunis à Parakou, eux, par leur motion, ont soutenu le dit code. Laurent Gbagbo a parlé de pluralité démocratique où tous les sons se valent, se entrechoquent pour une symphonie démocratique plus élogieuse. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission et merci de reprendre le rendez-vous très prochainement. À bientôt.